Dans la péninsule supérieure du Michigan, je livrais et installais des machines pour l'entreprise où je travaillais. Je conduisais un camion-caisse transportant 12 machines à l'arrière. La veille, j'avais rencontré des problèmes avec le camion, mais après vérification par l'agence de location, on m'avait assuré que tout allait bien. En retard à cause des soucis techniques et des installations, j'avais décidé de prendre la route tard pour rejoindre ma prochaine destination. Il était environ 23 heures et je roulais sur une route nationale traversant la péninsule supérieure. Il n'y avait ni éclairage public ni autre véhicule. Les phares de mon camion étaient la seule source de lumière. Déjà nerveux, je ressentais pleinement l'isolement de cet endroit, puis tous les voyants du tableau de bord se sont allumés et le camion a calé. Plongé dans l'obscurité totale, à l'arrêt, j'ai tenté de redémarrer le camion, mais sans succès. Plutôt que de vider la batterie, j'ai tout éteint et commencé à passer des appels. Assis dans la nuit noire, avec pour seule lumière les feux de détresse, j'ai levé les yeux et aperçu un mouvement devant le camion, juste hors de portée des gyrophares. Au début, j'ai pensé que mon imagination me jouait des tours. Finalement, j'ai réussi à joindre quelqu'un qui m'a informé qu'un mécanicien arriverait dans 2 à 3 heures. Le silence était pesant, rythmé uniquement par le cliquetis des feux de détresse. En scrutant l'obscurité à travers le pare-brise, j'ai de nouveau vu du mouvement. C'était le mécanicien qui voulait que je sorte pour ouvrir le capot et vérifier quelques détails, mais je refusais catégoriquement de quitter le camion. Après avoir aperçu une nouvelle fois du mouvement hors de portée des lumières, j'ai allumé les phares et les feux de route. J'ai alors vu 3 loups en train de dévorer ce qui semblait être un animal écrasé. En klaxonnant, ils m'ont regardé, visiblement agacé mais pas effrayé. Bien que conscient qu'ils ne me menaçaient pas directement, leur présence était terrifiante. J'éteignais les phares par intermittence pour vérifier leur position. Ils restaient là, imperturbables. Soudain, un cri strident semblable à celui d'une femme terrifiée a retenti derrière le camion. Peu après, quelque chose a violemment heurté le côté du véhicule, le faisant osciller. Bien que le camion soit lourd, l'impact était suffisamment fort pour secouer la cabine. J'ai allumé tous les phares et enclenché la marche arrière pour activer les feux de recul, tout en klaxonnant. En scrutant les rétroviseurs, je n'ai vu qu'une ombre étrange sur la route. Les loups, eux, avaient disparu. Dans la nature, les prédateurs abandonnent rarement leur proie, sauf en présence d'une menace plus grande. Cette pensée m'a glacé le sang. J'entendais des bruits dans les broussailles, des branches cassées, des craquements. Je restais vigilant, les mains crispées sur le volant, tous les phares allumés, surveillant les alentours. Finalement, j'ai aperçu des phares dans un rétroviseur. Le mécanicien arrivait enfin. À son approche, les bruits se sont tus. Alors qu'il descendait de son véhicule, un nouveau cri perçant a retenti, suivi d'un fracas dans les broussailles. Effrayé, il a immédiatement refermé sa portière et m'a appelé pour me demander ce que c'était. Lui non plus n'avait aucune idée. Le mécanicien a contacté la police, refusant d'intervenir tant que la zone ne serait pas sécurisée. 2 policiers sont arrivés et ont éclairé la zone comme en plein jour. Pendant que le mécanicien travaillait sur le camion, nous avons entendu le cri 3 fois de plus, et il semblait s'éloigner. Les policiers, bien que troublés, n'ont pas pu identifier l'origine de ces bruits. Le camion a finalement redémarré et je suis retourné à mon hôtel. Le lendemain, en inspectant le véhicule, j'ai découvert une empreinte de la taille d'un ballon de basket sur le côté touché, à environ 2,10 mètres du sol. L'impact avait écrasé la fibre de verre sans la perforer. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Une chose est sûre, je ne traverserai plus jamais la péninsule supérieure du Michigan la nuit. Au fil des années, j'ai eu de nombreuses expériences paranormales. Cependant, cette expérience-là a été un pur moment de terreur pour moi. Pour vous donner un contexte, je dois expliquer la légende locale. Je viens d'une toute petite ville, et à la périphérie de cette petite ville se trouve mon domicile. C'est également là qu'est située une route secondaire appelée The Bank. Cette route est extrêmement sinueuse et étroite, du genre où vous devez vous écarter autant que possible lorsque rarement un autre véhicule arrive en sens inverse. Elle est bordée d'une épaisse forêt d'un côté et d'un talus raide qui mène au ruisseau de l'autre côté.
Selon la légende locale, il y a environ 60 ans, une femme voyageait seule sur cette route tard dans la nuit. On croit qu'elle s'est endormie au volant et qu'elle a fini par sortir de la route, passant par-dessus le talus. Sa voiture a été retrouvée près du ruisseau, complètement écrasée. Malheureusement, elle ou son corps n'a jamais été retrouvé. Certains disent qu'elle a été projetée à travers le pare-brise dans l'eau, d'autres disent qu'elle a été éjectée de la voiture pour tomber dans le ruisseau. Quoi qu'il en soit, on pense qu'elle a trouvé la mort dans l'eau. Depuis cet incident, de nombreux rapports ont fait état d'une femme vue par des automobilistes après la tombée de la nuit. Elle serait debout sur le bord de la route avant de disparaître. D'autres jurent qu'une femme est apparue dans leur voiture alors qu'ils conduisaient seuls sur cette route sombre. Il y avait tant d'histoires concernant cette femme fantomatique qu'elle est devenue connue sous le nom de la Dame de Binck. Il y a quelques mois, je me suis rendu à un événement dans un bâtiment situé près de cette zone. On m'a informé qu'un accident avait eu lieu sur la route principale et que celle-ci était temporairement bloquée. J'étais fatigué et je voulais simplement rentrer chez moi, bien que je me sentais mal pour les personnes impliquées dans l'accident. J'ai donc décidé de prendre cette fameuse route, car ça me permettait de contourner l'accident et de sortir à seulement quelques kilomètres de ma maison. Je précise que je l'avais déjà emprunté plusieurs fois auparavant, principalement en plein jour, aussi quelques fois après la tombée de la nuit, mais jamais seul. Bien sûr, on m'avait souvent raconté les histoires concernant cette dame en grandissant, mais honnêtement, elle n'était pas dans mon esprit cette nuit-là. J'avais d'autres préoccupations stressantes en tête alors que je conduisais. J'avais ma musique à faible volume pendant que je manœuvrais soigneusement dans les virages. La seule inquiétude liée à la route que j'avais était de heurter un cerf. Puis mes pensées ont été brutalement interrompues par une forte alarme. Mon cœur a bondi dans ma gorge et mes yeux ont scruté l'intérieur de ma voiture. En remarquant l'icône ceinture de sécurité allumée, j'ai enfin compris que c'était l'alarme signalant que quelqu'un dans la voiture ne portait pas sa ceinture de sécurité. J'étais perplexe en vérifiant que ma ceinture était bien enroulée autour de moi et fixée correctement. Alors que le bruit fort recommençait, j'ai à nouveau jeté un coup d'œil vers le siège passager et j'ai failli m'évanouir. Il y avait une silhouette sur le siège passager. Tout ce que j'ai pu discerner en une fraction de seconde, c'était la silhouette d'une femme avec des cheveux longs, alors qu'elle semblait regarder droit devant à travers le pare-brise. Je me souviens d'un cri quittant ma gorge tandis que je freinais brusquement. La voiture a dérapé avant de s'arrêter net, me projetant vers l'avant avant que la ceinture de sécurité ne me repousse en arrière. Je me souviens avoir entendu les battements de mon cœur tandis que je levais les yeux et regardais lentement vers le siège passager désormais vide à nouveau. Le signal sonore agaçant s'était arrêté et l'icône de ceinture de sécurité ne brillait plus sur le tableau de bord. À ce moment-là, j'ai appuyé sur l'accélérateur, les cerfs n'étant plus ma principale préoccupation. Je suis rentré chez moi sans autre incident, mis à part la crise d'angoisse qui persistait encore. Depuis, j'ai raconté cette histoire à quelques membres de ma famille, amis, etc. Tous croient que la Dame de Binck a essayé de faire du stop avec moi cette nuit-là. En tout cas, une chose est sûre, je ne prendrai plus cette route après la tombée de la nuit. À la fin des années 1930, mon père et son frère ont construit une petite maison de vacances pour leur mère, ma grand-mère, sur un terrain qu'ils possédaient à Beverly Shores, dans l'Indiana. Pour une raison quelconque, cette région était à l'époque très prisée par les Américains d'origine polonaise. Pour ma grand-mère et les autres de sa génération, ces maisons semblaient être leur équivalent américain d'une dacha, sorte de résidence secondaire à la campagne. Ni ma grand-mère, ni sa meilleure amie, qui séjournait souvent avec elle, ne conduisaient. Ainsi, lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé et que les hommes de la famille sont partis au front, ma tante Marie était responsable de les amener avec leurs bagages et le chien de compagnie de ma grand-mère à la maison de vacances, puis de venir les chercher une fois les vacances terminées. À l'époque, les routes n'étaient certainement pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles étaient mal balisées, à peine éclairées et parfois même pas correctement pavées. Certaines ressemblaient davantage à des sentiers de terre qui se creusaient lorsqu'ils étaient secs et se transformaient en boue lorsqu'ils étaient mouillés. Et ce soir-là, elle se transformait rapidement en boue à cause d'une pluie torrentielle qui avait commencé alors que ma tante entrait dans l'Indiana pour aller chercher sa mère et son amie à Beverly Shores. Sur l'un des tronçons les plus sombres de la route, un pneu de la voiture de ma tante a éclaté.
Bien qu'elle ait réussi à se garer sur le bas-côté, il semblait inévitable qu'elle passe le reste de la nuit là-bas, sauf si par miracle, elle parvenait à mettre la roue de secours. À l'époque, ma tante Marie, âgée d'environ 30 ans, était une femme combative, indépendante et quelque peu atypique, assez à l'aise avec les voitures grâce à ses frères qui lui avaient appris à faire de petits entretiens sur celle-ci. Dans des conditions sèches, elle aurait pu changer ce pneu rapidement et reprendre la route. Mais ce soir-là, non seulement la pluie était aveuglante, mais sa berline commençait également à s'enfoncer dans la boue. Malgré tout, elle s'est emmitouflée, a mis son bonnet de pluie et est allée chercher la roue de secours et le cric dans le coffre, prête à s'y atteler. Elle a réussi à retirer le pneu crevé, mais avait du mal à trouver une surface solide pour stabiliser le cric et devenait assez irritée lorsqu'une voiture s'est arrêtée derrière elle, ses grands phares éclairant la pluie battante. Aujourd'hui, beaucoup de gens seraient naturellement méfiants, se demandant si la personne qui s'arrête pourrait être un tueur en série tombé fortuitement sur sa prochaine victime. Mais à cette époque, les gens ne semblaient pas penser de cette façon. Ma tante était simplement heureuse d'avoir de l'aide. Le visage de l'homme qui est sorti de la voiture était en grande partie caché par un fedora abaissé et un col relevé, si bien que ma tante n'a jamais vraiment pu le voir clairement, mais elle se souvient de sa voix comme étant basse et agréable. Après avoir évalué la situation, il s'est immédiatement mis au travail pour aider, malgré le fait que son trench coat coûteux et ses gants ont été sérieusement salis dans le processus. Lorsqu'il finit, ma tante le remercia chaleureusement et proposa de lui donner de l'argent, ce qu'il refusa. Mais en retournant dans sa voiture, elle attrapa son sac à main, sortit un billet de 5 $ et ressortit, déterminée à lui donner l'argent et à refuser de prendre un non comme réponse. Sauf qu'il n'y avait ni homme ni voiture sur cette route isolée. En moins d'1 minute, ils avaient tous deux disparu. Puisqu'il n'aurait pas pu passer devant elle sans qu'elle l'entende, ma tante se demanda s'il avait reculé sur la route. Mais pourquoi aurait-il fait ça alors qu'il semblait également se diriger vers Beverly Shore? Malgré l'heure tardive et la pluie, ma tante voulait résoudre le mystère de l'endroit où son bon samaritain était allé. Alors elle fit demi-tour et prit la direction opposée, certaine de le retrouver rapidement. Et malgré près d'1 kilomètre parcouru, elle ne le trouva pas. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle commença à ressentir ce qu'elle appelait un frisson, une suspicion croissante que l'homme qui l'avait si gentiment aidée n'était pas de ce monde. Bien que certains qui entendirent finalement l'histoire suggérèrent qu'il pouvait être un ange gardien, ma tante avait tendance à penser qu'il s'agissait de quelqu'un qui était décédé sur ce tronçon de route lors d'une nuit pluvieuse et qui tendait la main pour aider une inconnue en détresse. Même devenue une dame âgée, puisqu'elle a vécu jusqu'à 94 ans, elle frissonnait encore un peu en pensant à cette histoire. J'aimerais simplement partager une rencontre qui s'est produite il y a environ 18 mois. Je vais commencer par vous donner quelques détails. J'habite au Royaume-Uni et j'ai de la famille dans une petite ville située à environ 20 minutes en voiture de chez moi. Cette famille qui vit dans cette ville inclut la première femme de mon père ainsi que mon demi-frère et leur famille. Nous nous entendons tous très bien et leur rendons visite assez souvent. Un soir, alors que je roulais sous un brouillard assez dense, je me trouvais sur la route principale reliant les deux villes. C'est une route que je connais assez bien. Je pouvais voir l'arrière d'une grande camionnette foncée bleue ou noire, environ 30 à 60 mètres devant moi, avec ses feux anti-brouillard allumés. Tout semblait normal. Il n'y avait rien derrière moi, ni devant la camionnette. Je suivais ce véhicule depuis environ 3 ou 4 kilomètres lorsque nous sommes arrivés dans une section très boisée, avec des virages assez serrés. Tout à coup, le brouillard est devenu encore plus épais, ce qui n'est pas inhabituel sur cette portion de route. Cependant, j'ai remarqué que la camionnette ralentissait, alors j'ai ajusté ma vitesse pour suivre. J'ai continué à la suivre au prochain virage. À ce moment-là, la camionnette est soudainement montée sur le trottoir à l'extérieur du virage et s'est dirigée vers plusieurs arbres. Juste avant de heurter les arbres, celle-ci a disparu dans le brouillard et s'est évaporée. C'est là que ça m'a frappé rapidement alors que je continue à conduire. J'ai 2 demi-frères, l'un est encore en vie, l'autre est décédé dans un accident de la route entre ma ville natale et la ville où ma famille vit. Cet accident impliquait une camionnette et s'est produit il y a environ 12 ans. J'ai ensuite découvert que l'endroit où j'avais vu la camionnette quitter la route correspondait exactement à l'endroit où mon demi-frère a quitté la route et est décédé sur le coup lorsqu'il a percuté un arbre.
il ne portait pas sa ceinture de sécurité, ce qui était très inhabituel pour lui. La couleur de la camionnette qu'il conduisait était d'un bleu très foncé. Je crois que j'ai assisté à une reconstitution de ces derniers instants en rentrant du travail ce soir-là. Il y a encore un détail troublant. Quelques virages plus loin, alors que j'arrivais au sommet d'une colline, un cerf assez grand se tenait au milieu de la route. Peut-être que mon demi-frère, en ralentissant, me préparait à rencontrer ce cerf. J'ai depuis parcouru cette route à plusieurs reprises et n'ai rien vu d'inhabituel, même sous des conditions de brouillard épais. Avant que mes meilleurs amis et moi ne soyons séparés, l'un décédé, l'autre a déménagé, nous avions l'habitude de nous rendre dans tous les lieux supposés hantés accessibles en voiture. Parfois nous faisions plusieurs heures de route, mais la plupart de ces endroits n'étaient pas vraiment effrayants, hormis les moments d'adrénaline et d'excitation où l'on se disait « Tu as entendu ou vu ça ?» ce qui nous faisait sursauter. Celui-là était différent, très différent. Nous venions de terminer le lycée, nous avions probablement tout juste 20 ans et nous cherchions un endroit réellement terrifiant à visiter. Beaucoup de gens que nous connaissions savaient que nous aimions ce genre de choses, alors ils nous donnaient souvent des conseils sur les endroits où aller. Ce jour-là, nous étions les trois habituels, accompagnés d'un autre ami qui voulait se joindre à nous. Après une petite route vers notre destination environ 45 minutes, nous nous sommes arrêtés à une station pour faire le plein et acheter quelques snacks. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avions tous autour de 20 ans et nous étions tous excités par le moment effrayant qui approchait. Nous taquinions toujours un peu cet ami qui s'était joint à nous. Rien de méchant, juste des « Ah, tu as peur ?» Je crois que c'est moi qui ai dit quelque chose dans ce genre, ce qui a été entendu par quelques personnes présentes. Ça a attiré l'attention de deux hommes plus âgés, plutôt inquiétants. Leurs vêtements étaient abîmés et sales et leur apparence était étrange. « De quoi a-t-il peur ?» demanda l'un des hommes. Nous leur avons expliqué qu'on nous avait conseillé de visiter une route hantée. Ils nous ont répondu que ce n'était pas si effrayant et que si nous voulions vraiment avoir peur, nous devrions aller sur une autre route. Je ne me souviens plus du nom exact, mais là-bas, il y a une statue commémorative dans les bois où des choses étranges sont censées se produire. Nous avons pris nos affaires et n'y avons pas vraiment pensé. En partant, le groupe a décidé de suivre leurs conseils et de visiter cette autre route. Nous sommes arrivés à l'entrée de la route et c'était déjà une ambiance qui ne décevait pas. Des bois des deux côtés, pas un seul lampadaire en vue. Nous avons roulé à la recherche de la statue. Nous avons remarqué que des arbres étaient abattus sur le bas-côté, alignés parallèlement à la route. Nous avons finalement trouvé la statue. Après environ 5 minutes de silence, nous avons décidé d'amplifier la sensation de peur en éteignant les phares. 1 minute s'est écoulée et là, nous avons vu une ombre émerger de la statue. Nous avons tous paniqué alors qu'elle commençait à marcher vers nous et ses mouvements étaient loin d'être humains. Il faisait nuit noire, mais cette chose était vraiment noire. Nous pouvions en distinguer les contours. Elle était énorme. Comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes tous très grands par rapport à la moyenne, mais cette chose nous dépassait largement. Effrayés, nous avons décidé de partir en trombe pour continuer sur la route, pensant qu'elle nous mènerait hors de là. Après environ 3 minutes, nous avons atteint une impasse qui était en fait une clairière dans les bois. L'espace était immense, entouré de forêts. Il y avait des sentiers différents à partir de là, et je pense que la route continuait après cette clairière, mais nous étions très loin dans les bois à ce stade. Nous avons décidé de faire demi-tour et de quitter les lieux. En nous arrêtant pour ressentir l'atmosphère étrange, les 3 autres discutaient de l'ombre vue plus tôt, tandis que j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. À environ 12 mètres de moi, j'ai aperçu ce qui semblait être un visage blanc, puis un autre. Les autres ne les avaient pas vus, et bien que rarement effrayés, mon visage terrifiait les amis en alerte. Ça a créé une panique collective. Complètement terrorisés, nous avons accéléré pour fuir la clairière. À environ 1 kilomètre de là, près de la statue, nous nous sommes arrêtés pour reprendre notre souffle et réfléchir à comment sortir. Nous étions très effrayés. En retrouvant le chemin d'où nous venions, nous avons commencé à repartir. Nous sommes tous rentrés sains et saufs ce soir-là. Après des recherches, nous avons découvert que cet endroit était réputé dans la région pour des événements étranges. Rien que d'écrire ça me donne encore des frissons.